Bonjour à toutes et tous. Cette capsule vidéo sera la première des deux qui traitera du chapitre 12, transformation en chimie organique. Deux parties distinctes dans ce chapitre. Nous allons commencer par la... dans ce chapitre, on va s'intéresser en fait à la chimie organique. Donc c'est la chimie des molécules qui contiennent au moins une liaison carbone-hydrogène. Donc il faut au moins qu'on ait cette liaison carbone-hydrogène pour qu'on puisse considérer qu'on a affaire à une molécule organique. Donc la chimie organique, c'est l'étude de ces molécules organiques, dont la matière première est le pétrole. Et donc on va s'intéresser à l'aspect macroscopique des transformations chimiques, c'est-à-dire le passage des réactifs aux produits, et voir qu'on va pouvoir catégoriser ces transformations chimiques, mais on va également s'intéresser aux aspects microscopiques, c'est-à-dire expliquer comment les liaisons se rompent et comment celles-ci se forment pour passer des réactifs aux produits. Donc la première partie, l'aspect macroscopique, la seconde, l'aspect microscopique. Alors, on démarre par un petit rappel sur les groupes caractéristiques, parce que ça fait partie des compétences exigibles de ce chapitre. On a déjà vu les groupes caractéristiques au programme en terminale, donc je ne vais pas insister là-dessus. Donc ce document que vous avez sous les yeux, c'est le polypronote du chapitre 12 que vous aurez aussi sur le NT. Donc polypronote à consulter évidemment. Donc les différents groupes caractéristiques du programme de terminale sont ici avec le nom des molécules. Donc la nomenclature est à connaître. Juste un point ici, parce qu'on va le voir dans ce chapitre. Les propriétés des composés organiques, donc leur réactivité, leur solubilité, sont dues entre autres à la présence de groupes d'atomes qu'on appelle les groupes caractéristiques. Vous devez être capable de les identifier pour classer les molécules en familles chimiques qui ont des propriétés similaires, propriétés chimiques similaires. Il existe des espèces chimiques qui sont dites polyfonctionnelles. Alors, les espèces chimiques polyfonctionnelles, les plus communes, c'est les acides aminés. Et pourquoi on dit qu'elles sont polyfonctionnelles? Parce qu'elles contiennent plusieurs groupes caractéristiques. On l'a vu dans le chapitre précédent sur la stéréoisomérie. Les acides aminés sont pour la plupart des espèces chirales. Pourquoi elles sont chirales? Parce que le carbone, l'un des carbones des acides aminés porte le groupe carboxyle, COH, le groupe amine, NH2, un hydrogène, et un quatrième substituant qui est souvent différent des trois précédents. Donc on a un carbone asymétrique, puisqu'on a un carbone qui porte 4 atomes, groupes d'atomes différents, et on a une molécule polyfonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs groupes caractéristiques. On a le groupe carboxyle, famille des acides carboxyliques, le groupe amine, famille des amines. Alors, donc ceci étant dit, nous allons commencer ce chapitre par la correction de l'activité sur le pétrole. Le pétrole c'est raffiné, parce qu'on va voir que l'analyse des noms des réactifs et des produits d'une réaction permet de déterminer le type de modification qui est mise en jeu, parce qu'on peut avoir des modifications de chaînes quand on a une transformation chimique, donc de chaînes caractéristiques, enfin de squelette carboné en fait. Et on peut aussi avoir une modification de groupe caractéristique. Donc soit on modifie la chaîne carbonée, donc le squelette. Donc ici vous avez les trois types de squelettes, donc une chaîne linéaire saturée, une chaîne ramifiée saturée, une chaîne linéaire insaturée. On peut aussi avoir un squelette carboné cyclique quand ça se referme sur lui-même. Donc on peut avoir modification de ces types de chaînes, mais on peut aussi avoir modification des groupes. C'est-à-dire on peut passer d'un type de fonction acide carboxylique par exemple, qui est transformée en fonction amide, ou une fonction acide carboxylique qui est transformée en fonction ester, et dans ces cas-là, on a modification du groupe caractéristique. Donc, illustration de ceci grâce à l'activité 1. Donc, dans cette activité, le pétrole s'est raffiné, vous aviez une présentation du pétrole. Donc, c'est un mélange de plusieurs centaines d'hydrocarbures différents issus de la dégradation d'organismes végétaux ou animaux effectués il y a une centaine de millions d'années. Alors, le pétrole n'est pas directement utilisable, c'est pourquoi on a une industrie pétrochimique dont le rôle est principalement de faire des coupes
des coupes pétrochimiques, c'est-à-dire de séparer par distillation fractionnée les constituants du mélange que constitue le pétrole. Ces mélanges sont des mélanges d'hydrocarbures de longueur de chaîne différentes et de températures d'ébullition différentes. Et donc, comme ils ont des températures d'ébullition différentes, on peut séparer les constituants de ce liquide avec les températures d'ébullition les plus basses qui seront constituées par les pétroles à nombre d'atomes de carbone le plus petit. Et progressivement, quand le nombre de carbone augmente, et bien la température d'ébullition augmente et on arrive à séparer comme ça les coupes. Alors une petite illustration de ceci avec, avec cette tour de distillation et les différents usages possibles des coupes pétrolières. Donc on voit que le pétrole brut rentre dans ce four de distillation et en fonction de la température atteinte, eh bien, on a les carbones à courte chaîne qui vont nous donner les gaz, donc méthane, éthane, propane, butane. Le nombre de carbone augmente et avec lui donc la température d'ébullition. Donc là, on va avoir les plastiques, enfin les espèces utilisées dans la pétrochimie pour fabriquer les plastiques, puis les essences. En augmentant encore la température d'ébullition, on aura le kérosène, donc utilisable par les avions. Puis ensuite, donc on augmente encore le nombre d'atomes de carbone, on a le diesel, donc le gazole, carburant pour véhicules diesel. Et enfin, on termine avec le fioul lourd, le bitume, utilisé pour l'enrobage des routes, entre autres. Alors, la différence principale entre les véhicules à moteur essence et les véhicules à moteur diesel, c'est que pour les véhicules à moteur essence, eh bien on n'a pas d'auto-inflammation. C'est-à-dire qu'il faut une bougie, une étincelle, pour que l'explosion ait lieu. Alors que pour les moteurs diesel, eh bien, la compression suffit pour que l'explosion ait lieu. Et donc il n'y a pas de bougie provoquant l'étincelle dans un moteur diesel. Donc là, vous avez des questions là-dessus. On vous en parlait par ici. Hein. Dans le moteur à combustion, des voitures, ce carburant mélangé à l'air présente l'inconvénient de s'auto-enflammer avant que l'étincelle n'ait jailli de la bougie. Ce phénomène de pré-allumage se produit beaucoup moins avec les alcanes ramifiés. Donc c'est pour ça que on va transformer les alcanes à longue chaîne en des alcanes ramifiées qui vont donc améliorer la qualité de l'essence qu'on mesure par l'indice d'octane. Hein. Quand vous allez dans une station-service, vous voyez que l'essence sans plomb est vendue en indice d'octane 95 ou 98. Et bien, ça caractérise le comportement de l'essence au niveau de son auto-allumage. Donc c'était une question qui était posée par la suite, donc j'y reviendrai après. Donc vous aviez un exemple ici, le pentane, avec un reformage catalytique qui permettait d'obtenir du pente 1N, pente 2N, 2-méthylbute-1N, 3-méthylbute-1N, méthylbute-2N et cyclopentane. Et puis ensuite l'utilisation de coupes pour la polymérisation. C'est-à-dire qu'on part de l'éthène et on va obtenir du éthène qu'on appelle aussi l'éthylène, et on va obtenir le polyéthylène utilisé dans les emballages et les sacs plastiques. Donc là vous aviez l'exemple du craquage catalytique d'une molécule, donc on obtenait plusieurs molécules par craquage. Quand on fait un craquage, on coupe des grosses molécules pour en former des plus petites. Donc le principe de la distillation fractionnée, on en a parlé, vous avez vu la petite animation. La distillation, c'est une technique de séparation de liquides miscibles qui ont des températures d'ébullition différentes. Hein. C'est une méthode de purification. À la différence de la distillation simple, la distillation fractionnée utilise une colonne de fractionnement qu'on appelle aussi une colonne de Vigreux. Mais ça permet d'améliorer la qualité de la séparation. Alors une illustration ici de cette colonne de Vigreux. Hein, souvenez-vous, vous avez vu ça en première, des petites aspérités ici qui permettent de mieux séparer les liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Donc dans l'Erlenmeyer, on récupérera le distillat, donc principalement, au départ, l'espèce qui a la température d'ébullition la plus basse, donc l'espèce la plus volatile, souvent celle avec le plus petit nombre de carbone. Et donc ici, on retrouverait, si on n'a que deux espèces, eh bien l'espèce avec la température d'ébullition la plus élevée qui resterait donc dans le ballon. Vous deviez faire une recherche pour déterminer ce que signifie la mention 95 traduisant la valeur de l'indice d'octane d'une essence super sans plomb, donc j'en ai déjà parlé.
Donc on dit qu'un carburant a un indice d'octane de 95 lorsque ce carburant se comporte au niveau de l'auto-allumage comme un mélange de 95% de 4-triméthylpentane, qu'on appelle aussi l'isooctane, qui est résistant à l'auto-inflammation. Donc son indice d'octane est de 100. Et de 5% d'heptane, qui lui s'auto-enflamme très facilement. Son indice d'octane, lui, vaut 0. Donc c'est comme si on avait 95% d'isooctane et 5% d'heptane. C'est évidemment pas le cas, mais au niveau du comportement à l'auto-allumage, eh bien, le super samplon 95 réagira comme ça. Si vous prenez du super samplon 98, eh bien là, son indice, il réagira comme un mélange de 98% d'isooctane et de 2% d'heptane. Donc au niveau du rendement, le rendement sera meilleur. Le rendement moteur sera meilleur. Alors question 3, on vous demandait de donner la formule topologique du pentane et de chaque produit obtenu lors de son reformage. Donc la formule topologique, alors je rappelle, représentation topologique, chaque extrémité de segment correspond à un carbone plus tous les hydrogènes nécessaires à la tétravalence du carbone. On fait que le carbone ait 4 liaisons. Donc on enchaîne comme ça les lignes brisées avec chaque extrémité de segment, c'est un carbone plus tous les hydrogènes nécessaires à la tétravalence. Donc là on a le pentane. Et vous aviez le nom des espèces formées, donc le méthylbutane, ensuite le pente 1N, le pente 2N, alors sous ces deux formes, Z pente 1N, Z pente 2N pardon, et E pente 2N, un peu de diastéréoisomérie ici, le 2-méthylbute 1N, 3-méthylbute 1N, méthylbute 2N et cyclopentane. Donc là c'était le nom des espèces qui étaient obtenues par reformage catalytique du pentane. Question suivante, on vous disait pour chacun des produits obtenus lors du reformage du pentane, choisir parmi les termes suivants celui ou ceux qui vous paraissent décrire la réaction qui conduit à sa formation, isomérisation, déshydrogénation ou cyclisation. Donc isomérisation, ça signifie qu'on garde la même formule brute, mais par contre on se retrouve avec une formule semi-développée différente. Déshydrogénation, donc on perd des atomes d'hydrogène, et ça va induire la formation de liaisons doubles. Cyclisation, eh bien, d'une chaîne linéaire, on se retrouve avec une chaîne cyclique, une chaîne qui se referme sur elle-même. Donc là, méthylbutane ici, on a la même formule brute, donc ça va être isomérisation. Pente 1N et pente 2N, on perd deux atomes d'hydrogène, donc déshydrogénation. 2-méthylbute 1N, 3-méthylbute 1N et méthylbute 2N, eh bien on a les deux. On a de l'isomérisation et de la déshydrogénation, puisque on a à la fois une modification du squelette carboné, et puis on a aussi formation d'une double liaison. Et cyclopentane, lui par contre, c'est une cyclisation. Donc la question 5, on vous demandait de donner la formule semi-développée de la molécule A et de repérer les liaisons carbone-carbone qui sont cassées lors du craquage. Donc retournons à cette molécule A. Alors, on voyait ici que si on coupe cette liaison-là, pointée par ma souris, on va se retrouver avec un CH4, qu'on a ici. Si l'on coupe cette liaison-là, on va se retrouver avec cette molécule, c'est-à-dire le méthylpropène. Vous avez 1, 2, 3 carbones ici et un substituant en position 2. On ne précise pas qu'il s'agit du 2-méthylprop 1N, puisque la double liaison est forcément en position 1 et le méthyle est forcément en position 2, comme il n'y a pas d'ambiguïté sur les positions, donc c'est juste le méthylpropène. Et enfin, si l'on rompt cette liaison ici, on va se retrouver avec cette molécule-là, qui est du 3-méthylpente 1N. Chaîne principale 1, 2, 3, 4, 5 carbones, double liaison ici, en première position, donc pente 1N. Là, on précise la position de la double liaison, puisque eh bien, on a une ambiguïté possible. La double liaison n'est pas nécessairement positionnée là, donc pente 1N. En ayant numéroté le carbone 1 ici, de manière à avoir la double liaison avec le plus petit numéro possible, on se retrouve avec le groupement méthyle en position 3, donc 3-méthyle pente 1N. Donc je rappelle que ce PDF est sur le NT, donc vous aurez le temps de le regarder plus en détail ici, mais donc le nom de la molécule apparaît ici. Et donc on vous demandait à la question 6, qu'est-ce qui dans la chaîne carbonée se conserve lors d'un reformage et ne se conserve pas lors d'un craquage ou d'une polymérisation?
Eh bien, c'est le nombre d'atomes de carbone, hein. Quand on a un reformage, ce qu'on a, c'est de l'isomérisation, ce qui fait que la chaîne principale euh, est modifiée, mais le nombre d'atomes de carbone qui apparaît, lui, se conserve. Alors que quand on a un craquage, eh bien, le nombre d'atomes de carbone est modifié. On se retrouve là, dans ce cas-là, on avait un craquage ici, craquage catalytique, donc on avait plein de molécules, mais avec des nombres d'atomes de carbone plus petits. Et à l'inverse, quand on a une polymérisation, comme ici, hein, on parle de l'éthène et on obtient le polyéthylène, là, on a une augmentation du nombre d'atomes de carbone. Et donc, conclusion générale à cette activité, en déduire une classification des modifications de chaîne en 3 catégories. Donc, première catégorie, conservation du nombre d'atomes de carbone, reformage. Deuxième catégorie, diminution du nombre d'atomes de carbone, donc raccourcissement de la chaîne, c'est le craquage. Et troisième catégorie, augmentation du nombre d'atomes de carbone, donc allongement de chaîne, ça c'est la polymérisation. Alors, revenons maintenant à notre partie cours, donc qui va reprendre grandement ce qui a été dans cette activité. Donc première partie, modification au cours d'une transformation chimique en chimie organique avec donc les 3 modifications ici, modification de chaîne avec conservation du nombre d'atomes, modification du nombre de chaînes, cette fois-ci, modification de chaîne avec raccourcissement de la chaîne, ou avec allongement de la chaîne. Donc c'est les 3 catégories. Donc les modifications de chaîne, hein, comme on l'a dit dans l'activité 1, peuvent avoir lieu avec conservation du nombre d'atomes de carbone dans la molécule. C'est le type de chaîne qui est modifié. C'est ce qu'on voit ici. Donc le type de chaîne est modifié, mais le nombre d'atomes de carbone, lui, n'est pas changé. Il peut se faire aussi, enfin elles peuvent plutôt, les modifications de chaîne peuvent se faire avec raccourcissement de chaîne, donc par craquage. Les molécules à longue chaîne carbonées peuvent être cassées en plus petites molécules, vous avez un exemple là. Ou enfin avec allongement de chaîne, donc la polymérisation. Les modifications dans le cadre de modification dans une transformation en chimie organique peuvent aussi se faire avec modification du groupe caractéristique. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième activité, transformation autour des acides aminés. Donc là, vous aviez 3 exemples. 3 exemples de transformation autour des acides aminés. Le premier exemple, c'était la décarboxylation enzymatique. Le deuxième, c'était deuxième exemple, synthèse d'un dipeptide. Et le troisième, formation d'une base de chiffres. Donc vous aviez à chaque fois l'équation de la réaction et puis donc le produit obtenu. Un petit rappel avec les groupes caractéristiques. On vous présentait, ça c'est le plus important, les différents types de réactions, les 3 types de réactions. Substitution, addition, élimination. Alors, on va le voir après dans la partie cours, mais à bien retenir ça, ce petit tableau. Substitution, donc on a 2 réactifs et on obtient 2 produits. On a remplacement d'un atome ou d'un groupe d'atomes qu'on appelle le groupe sortant par un autre. Là, typiquement, on a B qui est le groupe sortant qui est remplacé par C qui va être le groupe entrant. Mais on a 2 réactifs qui donnent 2 produits. Quand on a 2 réactifs qui donnent 2 produits, c'est une substitution. Une addition, donc là, en fait, c'est un groupe d'atomes qui va s'additionner sur une double ou une triple liaison. Et là, en fait, en règle générale, on a 2 réactifs qui nous donnent un produit. Donc ici, vous voyez B double liaison C qui réagit avec AD pour former ABCD. Donc là, 2 réactifs, un produit, c'est une addition. L'élimination, c'est la réaction inverse de l'addition. Si vous comparez ces 2 lignes, vous notez qu'ici, on a ABCD qui nous donne B double liaison C plus AD. Et là, on avait B double liaison C plus AD qui donnait ABCD. Donc ici, élimination, on a un réactif qui donne 2 produits. On a une création d'une liaison multiple. Souvent, en tout cas, enfin, c'est souvent comme ça. Mais donc, vous retenez que quand on a 2 réactifs qui donnent 2 produits, c'est une substitution. Quand on a 2 réactifs qui donnent un produit, c'est une addition. Et quand on a un réactif qui donne 2 produits, c'est une élimination. Alors un petit rappel sur le programme de première, échelle électronégativité, polarité des liaisons. Vous vous en souvenez, quand on a des molécules qui se forment donc par assemblage d'atomes, les liaisons entre les atomes sont constituées par des doublets d'électrons.
ces doublets d'électrons ne sont pas nécessairement équidistants des deux atomes. En fonction d'une propriété de l'atome qu'on appelle l'électronégativité, eh bien, ce doublet va se trouver plus ou moins proche d'un des deux atomes qui apparaît dans la liaison. Ici, par exemple, vous avez une liaison avec un atome A qui est lié à un atome B. On vous dit que l'atome A est plus électronégatif que l'atome B, donc l'atome A va davantage attirer à lui le doublet d'électrons. Il va donc se retrouver avec une plus grande richesse en électrons autour de lui, il va donc avoir une charge partielle delta-, parce que les électrons sont chargés négativement. A l'inverse, l'atome B qui a été dépouillé partiellement de ses électrons va lui être chargé partiellement positivement. Et donc on dit que cette liaison elle est polarisée. Alors, les valeurs d'électronégativité, vous n'en avez aucune à connaître. Vous aurez un tableau de données systématiquement. Vous pouvez éventuellement retenir, mais ce n'est pas indispensable, que l'électronégativité, elle augmente dans le tableau périodique quand on monte, quand on part de la dernière ligne vers le haut, et quand on se déplace de la gauche vers la droite. Dernière colonne, celle des gaz nobles exclus, puisque eux n'ont pas d'électronégativité. Ils ont une stabilité telle qu'ils ne sont pas concernés par la notion d'électronégativité. Alors, ça par contre c'est nouveau, site donneur ou accepteur de doublet d'électrons, en fait quand on va avoir une réaction au niveau microscopique, quand on a une formation ou une rupture de liaison, ce qui se passe c'est un mouvement de doublet d'électrons. C'est toujours un mouvement de doublet d'électrons. Donc un mouvement de doublet d'électrons, un déplacement de doublet d'électrons, ça part d'un site donneur de doublet vers un site accepteur de doublet. Les sites donneurs de doublet d'électrons, on parle de sites nucléophiles, vous n'êtes pas obligé de retenir ce terme, retenez-vous site donneur de doublet d'électrons, et ça va vers un site accepteur de doublet d'électrons, vous verrez parfois, ou si vous continuez par la suite, qu'on appelle ces sites des sites électrophiles, pareil, pas la peine de retenir ça. Retenez site donneur de doublet d'électrons et site accepteur de doublet d'électrons. Alors, les sites donneurs de doublet d'électrons, c'est les sites qui sont riches en électrons. Les sites riches en électrons, eh bien, on a trois catégories. Les sites riches en électrons, ce sont les sites qui portent des doublets non liants. Donc, par exemple, ici, l'ion hydroxyde, il a l'atome d'oxygène de l'ion hydroxyde, plutôt, soyons précis, il a 3 doublets non liants, donc il est riche en électrons, il peut donner un de ces doublets. Pareil pour l'ion iodure, 4 doublets non liants. Voilà, donc c'est riche en électrons. On peut avoir des mouvements de doublets d'électrons par là. Ce sont aussi les liaisons multiples. Les liaisons multiples sont des sites riches en électrons. Donc on peut avoir des dons de doublets d'électrons par là. Et enfin, ce sont les atomes porteurs de charge partielle delta- ou de charge entière moins, puisque ces atomes qui sont porteurs de charge partielle delta- ont attiré à eux des doublets d'électrons, ils sont donc riches en électrons, ils peuvent en donner. Étant riches en électrons, ils peuvent donner des électrons. Les sites accepteurs de doublets d'électrons, eux, eh bien, ce sont les sites pauvres en électrons. Les sites pauvres en électrons, ce sont les atomes porteurs d'une charge partielle positive, delta+, ou d'une charge entière positive. Là, par exemple, l'atome B, qui s'est fait dépouiller d'une partie de ses électrons par l'atome A, A étant plus électronégatif que B, est un site accepteur de doublet d'électrons. Donc le mécanisme réactionnel, à bien retenir, on a des mouvements de doublet d'électrons qui sont représentés par des flèches courbes. Ces flèches sont orientées du site donneur de doublet vers le site accepteur de doublet quand on a une formation de liaison. Et quand on a une rupture de liaison, eh bien ça va de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif, celui qui va attirer à lui le doublet d'électrons. Donc, ce qu'on vous demandait dans cette activité, vous aviez 4 questions à traiter donc pour aujourd'hui. On vous demandait de reconnaître les groupes caractéristiques présents dans les molécules intervenant dans la réaction et d'indiquer si la transformation mettait en jeu une modification de chaîne et une modification de groupe caractéristique. Première question. Donc, on revient sur les 3 réactions. Pour la première, on voit qu'on a en réactif un groupe carboxyle, un groupe amine. À la fin, on a un groupe amine, donc on a une modification de chaîne, puisqu'on a perdu un carbone, mais on a aussi une modification de groupe, puisqu'on a disparition du groupe carboxyle. Pour le deuxième, ce qu'on avait, c'était un groupe carboxyle et un groupe amine ici, carboxyle ici, amine là. On avait un groupe carboxyle et amine aussi pour le deuxième réactif, et on se retrouvait avec un groupe carboxyle ici, un groupe amine et un groupe amide. Donc on était passé de 2 groupes carboxyle et 2 groupes amine à
un groupe carboxyle, un groupe amine et un groupe amide. Donc on a une modification de groupe caractéristique, hein, puisqu'on a disparition d'un groupe carboxyle et d'un groupe amine au profit d'un groupe amide. Et on a aussi une modification de chaîne, puisqu'on a un allongement de la chaîne carbonée. Parce que là, on a une chaîne ici qui est plus longue que cette chaîne-ci ou celle-ci. Le squelette carboné, c'est à augmenter le nombre d'atomes de carbone. Donc, modification de chaîne. Enfin, troisième réaction. Le premier réactif, on a un groupe amine, on a un groupe carboxyle. Le deuxième, on a un groupe carbonyle. Et on obtient ici un groupe carboxyle avec un groupe hydroxyle et un groupe amine. Et enfin, un groupe carboxyle avec un N double liaison C, donc un groupe qui ne fait pas partie de la liste des groupes caractéristiques de terminal. Donc là, on a une modification de groupe caractéristique. On a disparition d'un groupe carbonyle et amine. Et on a une modification de chaîne avec allongement de la chaîne carbonée. Alors, question 2. Déterminer la polarité des liaisons C, double liaison O et NH. Alors, pour déterminer la polarité des liaisons, il est impératif d'avoir des valeurs d'électronégativité. Donc, il faut comparer l'électronégativité des deux atomes qui s'engagent dans la liaison. C, double liaison O, donc on remarque que le carbone se trouve plus à gauche dans la classification périodique que l'oxygène. Donc le carbone est moins électronégatif que l'oxygène, ce qui veut dire que l'oxygène plus électronégatif que le carbone va s'approprier davantage les électrons qui sont dans la liaison. Les électrons, ces deux liaisons ici représentent deux doublets liants d'électrons, donc on a 4 électrons ici. Ces 4 électrons vont se rapprocher de l'oxygène, puisque l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. L'oxygène va donc se retrouver avec une charge partielle delta-, le carbone une charge partielle delta+. Pour la liaison NH, eh bien, l'azote se trouve bien plus à droite que l'hydrogène dans la classification périodique. L'azote est donc plus électronégatif que l'hydrogène. L'azote va donc porter une charge partielle delta-, puisqu'il attire plus à lui le doublet d'électrons. Et l'hydrogène, une charge partielle delta+. Et alors, enfin, vous deviez identifier les sites donneurs et les sites accepteurs de doublet d'électrons dans une molécule d'acide aminé. Donc là, dans une molécule d'acide aminé, les sites accepteurs de doublet d'électrons sont le carbone de la liaison C de liaison O. Pourquoi il est accepteur? Parce qu'il est delta+. Et l'hydrogène de la liaison NH pour la même raison. Il est accepteur parce qu'il est delta+, hein, il a une charge partielle delta+, carbone comme hydrogène. Les sites donneurs de doublet sont l'oxygène de la liaison CO, hein, donc on a une charge partielle delta-, et en plus il a deux doublets non liants. Et enfin l'azote de la liaison NH, pareil, un doublet non liant, et il est chargé delta-. Je rappelle, hein, pour qu'un site soit donneur de doublet, trois possibilités, delta- ou moins, présence de doublets non liants ou liaison multiple. C'est les trois catégories. Alors que pour accepteur de doublet d'électrons, une seule catégorie, delta+ ou plus. Charge partielle delta+ ou charge entière positive. Enfin, vous deviez justifier la flèche courbe représentée dans la première étape de la réaction 3. Alors retournons à la réaction 3. Donc nous l'avons ici, on voit qu'on a une flèche courbe qui part du doublet non liant de l'atome d'azote pour rejoindre l'atome de carbone ici. Alors, par convention, on représente le déplacement des électrons par des flèches courbes. Donc elles sont orientées du site donneur de doublet d'électrons. Donc ici, l'azote est un site donneur pour deux raisons. Delta-, il a une charge partielle delta-, on l'a vu hein, dans la liaison NH. Il porte un doublet d'électrons, un doublet non liant d'électrons. Donc il est donneur pour ces deux raisons. Le carbone ici, lui, est accepteur parce qu'il porte une charge partielle delta+. Et donc on a cette flèche courbe qui part du site donneur vers le site accepteur. Voilà la justification de cette flèche courbe. Voilà. Donc là, pour cette première capsule, c'est terminé. Il va y avoir une deuxième capsule pour ce chapitre 12.
Donc deuxième capsule que vous pouvez lire regarder dans la foulée. Ah oui, alors non, excusez-moi, j'ai un dernier truc à vous montrer. Ici, un petit bilan du chapitre avec ce diaporama. Hop. Donc transformation en chimie organique, aspect macroscopique. Alors, il y aura un grand 2, aspect microscopique. Donc la modification de chaîne peut se faire avec conservation du nombre d'atomes de carbone ou raccourcissement ou allongement de la chaîne carbonée. On peut aussi avoir modification du groupe caractéristique, modification de groupe caractéristique et donc modification de fonctions chimiques. Et les grandes catégories de réactions, soit substitution, soit addition, soit élimination. Donc les différents types de chaînes modifiées, on en a parlé, linéaire, ramifié, cyclique. Saturé si on n'a pas de double liaison, insaturé sinon. Craquage consiste à un raccourcissement de la chaîne carbonée. On a un exemple ici. Allongement de la chaîne carbonée avec polymérisation. On peut aussi modifier le groupe caractéristique, passer d'un groupe à l'autre. On en a parlé. Là, on a par exemple le passage d'un groupe hydroxyle à un groupe carboxyle, c'est-à-dire un passage de la famille des alcools à la famille des acides carboxyliques. Et là, passage de famille des acides carboxyliques à la famille des cétones, de groupe carboxyle au groupe carbonyle. Alors, substitution, addition, élimination. Donc quand on part de deux réactifs pour aller vers deux produits, on a une substitution. Donc on a un groupe sortant qui est remplacé par un groupe entrant. Donc là, le groupe sortant, c'est cet hydrogène-là. Le groupe entrant, c'est le CH3, c'est double liaison O ici. Vous voyez apparaître là. L'addition, donc là, il nous faut une liaison multiple, soit liaison double, soit liaison triple. Et deux atomes ou groupes d'atomes qui vont se répartir de part et d'autre de la liaison multiple. On va passer d'une liaison triple à une liaison double ou d'une liaison double à une liaison simple. Donc là, deux réactifs donnent un produit pour l'addition. Et l'élimination, c'est l'inverse. Un réactif donne deux produits. Et donc là, on part de liaison simple vers une liaison double ou une cyclisation. Ce tableau récapitulatif est à connaître. Donc dans ce diaporama, c'est vraiment cette dernière diapo qui est à connaître, avec le passage deux réactifs qui donnent deux produits ici, donc substitution, deux réactifs qui donnent un produit, addition, un réactif qui donne deux produits, et bien élimination. Donc là, ça c'est fait, et celui-là. Donc je reviens ici aux catégories de réactions, qui sont donc dans le polyélève. La substitution, souvent deux réactifs donnent deux produits, à bien retenir. Donc un groupe d'atomes, groupe sortant est remplacé par un groupe entrant. Addition, réaction chimique au cours de laquelle deux atomes ou groupes d'atomes viennent se fixer sur des atomes qui sont liés par une liaison double ou triple. Et donc souvent deux réactifs donnent un produit, comme vous voyez ici. Élimination, réaction chimique au cours de laquelle deux atomes ou groupes d'atomes portés par des atomes voisins sont retirés d'une molécule sans arriver d'autres groupes d'atomes. Et donc formation de liaison multiple, et un réactif donne deux produits, c'est souvent le cas, ou deux réactifs donnent trois produits, c'est possible aussi. Donc, première capsule terminée. La deuxième capsule fait aussi partie de votre programme de la semaine, c'est-à-dire que cette semaine, vous avez tout le chapitre 12 à traiter. Donc, deuxième capsule qui viendra dans un deuxième temps. Bonne journée et à bientôt.